Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité à votre plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue donc dans votre émission Grand Témoin, votre nouvel espace de débat constructif. Nous y accueillons des experts reconnus, des figures emblématiques, des décideurs clés et des acteurs du changement pour qu'ils partagent leur analyse, leurs perspectives et leur expérience sur les sujets qui façonnent notre Sénégal, notre Afrique. Pour ce deuxième numéro, nous recevons un homme libre, une figure notable de la vie publique, fondateur du Forum Civil, reconnu pour son double engagement en tant que juriste, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats et militant pour la bonne gouvernance. Dans un passé récent, notre grand témoin s'est activement illustré dans le champ politique en s'opposant farouchement au report de l'élection présidentielle de 2024. Il a été l'une des voix de l'opposition et de la société civile. Son rôle dans cette crise a démontré qu'il lie la lutte anti-corruption au respect des institutions démocratiques et des procédures électorales. En somme, ces prises de position reflètent une cohérence entre la défense de l'état de droit et un plaidoyer constant pour la probité institutionnelle. Grand témoin, Cherif Diop, Maître Mame Adama Gueye sur Evenprod Sénégal. Bonjour, Maître Mame Adama Gueye. Bonjour, Cherif. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Grand Témoin. C'est un plaisir de pouvoir y contribuer. Merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas pour Evenprod de vous recevoir. Vous sortez enfin de votre hibernation médiatique. On a forcément beaucoup de questions à vous poser. On va entrer d'ailleurs très vite dans le vif du sujet. L'actualité brûlante, c'est la mission du Fonds monétaire international à Dakar. Cela fait 11 mois que ce dossier est bloqué, Maître Mame Adama Gueye, avec les conséquences désastreuses que tout le monde connaît. Comment analysez-vous cette situation ? C'est une situation qui est un peu compliquée. Moi, je suis pas économiste, mais je suis très prudent sur les questions que je ne maîtrise pas. Par rapport à la relation avec le FMI, j'ai regardé un peu ce que disent les économistes. Et la convergence du point de vue des économistes, c'est clair. Nous avons besoin du FMI, quoi qu'on dise. Pour des raisons très simples. Le Sénégal, malgré quelle que soit la bonne volonté des nouvelles autorités de développer le souverainisme, ce qui est légitime, a une histoire à gérer. Quand vous arrivez comme un nouveau régime, vous avez un passé à gérer. Ouais. Vous avez un environnement à gérer. Vous ne pouvez pas fonctionner uniquement sur votre bonne volonté, quelle que soit la légitimité de cette bonne volonté et la qualité de vos intentions. Le FMI est une entité que tous les partenaires techniques et financiers ont délégué une sorte de mandat pour parce que toutes les partenaires techniques et financiers ne peuvent pas chacun aller étudier un État, regarder sa situation. Donc c'est au FMI qu'on a délégué ce mandat, tous les partenaires techniques et financiers, pour regarder les fondamentaux économiques des différents États et peut-être faire des programmes sur la base desquels les partenaires techniques et financiers traitent avec les États. C'est pour ça que son rôle est fondamental. C'est pas seulement une relation directe, c'est que la relation avec le FMI influence la relation avec tous les partenaires techniques et financiers et tout l'écosystème financier international. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de noter ce point et de se rendre compte, d'être réaliste pour savoir qu'on a besoin du FMI. Oui. Et ça, moi, je ne le dis pas moi-même, c'est les économistes qui le disent. Oui. Et c'est parce qu'on a besoin de l'environnement. Quelle que soit notre volonté, on a besoin de l'environnement et de l'écosystème financier international qui prend comme référence le FMI. Les conditions du FMI, les points de vue du FMI et aussi les agences de notation s'appuient sur ce que le FMI dit. Absolument. Ouais. C'est la raison pour laquelle cette mission elle est extrêmement importante, peut-être même décisive. Oui. Espérons que ça va bien se passer pour d'autres. Pour le Sénégal. En tout cas, les deux parties seraient dans une logique d'un nouveau programme, mais le rapport de la Cour des comptes n'a pas rapproché les positions, poussant à la réalisation d'un nouvel audit confié donc par l'État à Forvis Mazars. Et là, je m'interroge quand même, est-ce que cette démarche n'entache pas la crédibilité de la Cour des comptes du Sénégal? Bon, faut se poser les questions, parce que si le FMI estime nécessaire de demander un audit complémentaire, c'est qu'ils ont des interrogations sur l'audit de la Cour des comptes.
Moi, je suis pas un spécialiste de compte public, Oui. donc je ne peux pas me prononcer. Mais on est en droit d'en tirer cette conclusion et effectivement, ça pousse à s'interroger. Parce que si une institution aussi importante que la Cour des comptes produit un rapport et que le destinataire, enfin, une des parties prenantes concernées, à savoir les FMI, demande un rapport d'un cabinet privé, là, il y a un problème. C'est des interrogations. Et je pense que une fois que cette mission passée, ce débat doit avoir lieu sur pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au point que le FMI estime devoir demander une audit complémentaire. Ouais. On va embrayer dans l'économie avec le plan de redressement qui a été présenté dernièrement par le Premier ministre, le plan de relance donc qui est une réponse pour à des difficultés financières et à une dette cachée. La mission du FMI donc vient discuter des mesures correctives structurelles. Quelles pourraient être selon vous ces mesures et est-ce que le gouvernement est-il prêt à mettre en œuvre des réformes difficiles qui pourraient être impopulaires? Je ne peux pas répondre à la place du gouvernement, mais je n'aimerais pas être à leur place, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué, très difficile. Oui. Parce que un des éléments sur lesquels le FMI revient de manière régulière, c'est la question des subventions. Oui. Et la question des subventions, tout le monde connaît l'impact. L'impact des subventions est très important, très important par rapport au carburant. Absolument. Et par incidence par rapport à l'électricité. Oui. L'État alloue plus de 4% du PIB aux subventions des produits énergétiques, électricité, essence. Voilà. Donc aujourd'hui, la marge de manœuvre sur ce registre est très réduite et très compliquée. Ouais. Si on réduit les subventions, ça va impacter la vie des Sénégalais qui est déjà très difficile. Et l'objectif, c'est de revenir à 2% avec des mesures donc forcément qui... Passer de 4 à 2%, c'est quasiment réduire de 50%. Oui. Et ça, c'est pas évident. Mais ce sont des mesures nécessaires. Peut-être, certainement. Oui. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons aussi des contraintes. Les contraintes sociales s'y pèsent. Oui. Même si ce sont des mesures nécessaires sur le plan économique, on ne peut pas mettre en avant que les mesures nécessaires sur le plan économique. Un État gère ses citoyens. Les citoyens, c'est des humains. C'est une vie de tous les jours. Absolument. On ne peut pas juste faire de l'économisme. La dimension sociale est capitale. Le pays vit une situation extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut en rajouter? C'est ça aussi la question. Oui. Il faut pas, sous prétexte du fait qu'il faut répondre à certains critères économiques imposés par les FMI, mettre en difficulté ces populations à un point où ça devient insupportable. Et ça peut même représenter sur le plan politique et social, mener à des dérives. L'argument du FMI, c'est avec un meilleur ciblage, on peut vraiment baisser les subventions. On le dit depuis toujours. C'est vrai. Mais c'est difficile. La mise en œuvre est très difficile. Moi, ce que j'ai dit simplement, c'est que il faut effectivement faire le nécessaire pour redresser la situation économique. Mais dans cette transition, il faut prendre les dispositions appropriées pour que ça n'impacte pas trop durement la vie des Sénégalais. Êtes-vous convaincu par le plan de redressement globalement? Parce que, par exemple, je vous cite, la fusion et la réduction des institutions publiques permettront, selon le gouvernement, d'économiser 50 milliards. Quel sera aujourd'hui le sort des employés de ces institutions? C'est un plan social aussi qu'il faut gérer derrière. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est nécessaire, mais c'est très difficile. Aujourd'hui, tout le monde sait que il y a au niveau des agences, il y a beaucoup de choses à faire. Tout ça résulte du clientélisme politique, de la politique politicienne. Parce que tous les régimes qui sont arrivés ont monté des agences. L'agenciation est venue d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a voulu contourner l'administration en mettant beaucoup d'agences. En mettant à la tête des agences des politiciens qui, eux, pour des raisons de clientélisme, ont embauché des militants politiques dans beaucoup de situations. C'est pas systématique, mais c'est quelque chose qui a joué. Et on a dédoublé les agences. Et c'est une situation qui a continué sous Macky Sall. Évidemment, qui a continué sous Macky Sall et dont hérite ce gouvernement. Et c'est une situation extrêmement difficile. C'est une vraie épine. C'est une vraie épine dans le pied de ce nouveau régime. De ce nouveau régime. Nous allons parler des 4 lois sur la transparence et franchement dans le détail parce que nous avons la chance d'avoir un juriste devant nous. Mais d'abord, un mot sur le manifeste de l'appel des 101, donc adressé à l'administration Faye Sonko, pour rappeler l'impératif de tenir
la promesse de rupture et de changement systémique formulée devant le peuple sénégalais. Vous êtes signataire, et c'est tombé cette semaine, signataire comme d'autres d'ailleurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du beau monde dans ce texte en termes de signataires. Qu'est-ce qui explique, ma question, c'est qu'est-ce qui explique ce coup de pression? Ce régime n'a pas encore fait 2 ans. Pourquoi vouloir tout de suite mettre ce coup de pression, Madame Agueye? Ce n'est pas un coup de pression. Je pense d'ailleurs que cette dynamique qui a porté ce pacte national de bonne gouvernance démocratique a été très patiente, parce que ça fait quand même 15 mois. On n'a pas besoin de 15 mois pour lancer des réformes. Depuis que ce nouveau régime est arrivé, il n'y a pas eu d'initiative. Et ensuite, il y a une question d'éthique politique. Le candidat Bassirou Diomaye Faye a signé le pacte national de bonne gouvernance démocratique. Oui. Le président Bassirou Diomaye Faye doit mettre en œuvre son engagement. Ce n'est pas plus compliqué. Personne ne l'a forcé à s'engager. Oui. Il doit respecter son engagement, surtout si les réformes proposées sont des réformes extrêmement importantes. Oui, mais pourquoi tout de suite et maintenant? C'est ça ma question. Non, pas tout de suite et maintenant. Oui. Il s'agit de demander la mise en œuvre. Oui. On a attendu 15 mois. Donc aujourd'hui, rappeler que le candidat Bassirou Diomaye Faye a signé il y a 15 mois Oui. un engagement, lui dire, Monsieur le Président de la République, en tant que candidat, vous avez signé cet engagement. Monsieur le Président de la République, mettez en œuvre vos engagements, Et respectez vos engagements. Ces engagements, est-ce que vous pouvez revenir sur quelques Bien points? Moi, je note par exemple dans le texte, vous dites que l'hyper-présidentialisme est le cœur du problème institutionnel, mais qu'il ne peut pas être corrigé par un simple déplacement du centre de gravité vers la primature, car sans refondation constitutionnelle, le déséquilibre persiste et prend juste une autre forme. Le problème du Sénégal, c'est l'hyper-présidentialisme. C'est-à-dire que le président de la République a trop de pouvoir dans ce pays. Les assises nationales, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme national de bonne gouvernance démocratique est la synthèse opérationnelle des travaux des assises nationales. Tout à fait. Et des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions, qui ont travaillé dans un processus inclusif qui s'est jamais produit dans ce pays, qui ont rassemblé les plus grandes compétences de ce pays pour engager les réformes. Les réformes, principalement, ce sont les réformes institutionnelles, pour avoir un régime plus équilibré. Parce que dans ce pays, le président de la République a trop de pouvoir. Donc il y a des réformes qui ont été proposées pour réduire les pouvoirs du président de la République, rééquilibrer les pouvoirs, donner une plus grande autonomie à la justice, permettre à l'Assemblée nationale d'assurer son rôle législatif, c'est-à-dire de contrôle de l'action de l'exécutif. Voilà un ensemble d'éléments. Il y a aussi un élément important, la question des appels à candidature, le respect des principes républicains, qu'on mette fin aussi au clientélisme politique. C'est un ensemble d'éléments qui se retrouvent dans les assises nationales et qui sont résumés dans le pacte national de bonne gouvernance démocratique. Oui. Comprend aussi des questions liées à la transparence, à la bonne gouvernance, au service public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une administration qui a un problème. Comme je le dis, le Sénégal est malade de son administration. Oui. Toutes ces réformes sont incontournables pour arriver à un vrai changement systémique. Oui, mais à vous entendre, franchement, j'ai du mal à démêler la différence entre vous et la parole, par exemple, du président de la République, puisque j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde. Quand il s'agit, par exemple, de la corruption, Bassirou Diomaye Faye, quand il dit aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique, ça, c'est le président de la République qui s'engage. Mieux, il y a ces lois qui sont envoyées à l'Assemblée nationale. Ce sont des gestes de bonne disposition. Il faut d'abord mettre le cadre légal avant de développer le programme. Vous savez, vous avez tellement raison en disant qu'on est en phase avec le président Bassirou Diomaye Faye par rapport à l'expression de la volonté politique. Il faut faire attention. La volonté politique, la chose la plus facile, c'est son expression. C'est-à-dire que je lutterai avec force contre la corruption. Je n'accepterai pas ceci, je n'accepterai. Ça, c'est l'expression de la volonté politique. Il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est l'expression. Le deuxième palier, c'est la mise en œuvre. Là, on commence, effectivement, à engager la mise en œuvre en élaborant des lois. Absolument. En les faisant adopter en Conseil des ministres, en les présentant enfin à l'Assemblée nationale. Donc on est sur la bonne voie, ou il est sur la bonne voie. Sur ce point, moi je me félicite de ces 4 lois, c'est très très bien.
on va dans la bonne direction. Le vote de ces lois serait une bonne avancée dans la bonne direction. Oui, mais quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas en phase alors? Nous estimons qu'il faut faire une approche globale des réformes institutionnelles. On a vu que on le fait par petits bouts, alors qu'il faut une cohérence globale. On a fait les assises de la justice. Ensuite, il y a eu le dialogue national. Il y a ces lois qui vont passer. Ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir une approche holistique, une approche globale de réforme institutionnelle. Quand vous parlez du centre de gravité qui se déplace vers la primature, qu'est-ce qui est gênant là? Non, c'est pas gênant. On dit simplement, c'est pas parce que on a un Premier ministre fort, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, que la question est réglée. C'est-à-dire que on transfère les pouvoirs du Président de la République au Premier ministre, qui va être lui omnipotent à la place du Président. Ça ne change pas la donne. C'est ça la question. C'est pour ça qu'on dit c'est le fait de transférer beaucoup de pouvoir au Premier ministre ne change pas la donne. La donne, c'est qu'aujourd'hui, qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs présidentiels. Parce que si le Président de la République délègue tous ses pouvoirs au Premier ministre, qui les exerce, on a transféré le centre de gravité, mais on n'a pas réglé le problème. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Le Président de la République n'a pas délégué tous ses pouvoirs. Non, pas tous ses pouvoirs. Oui. Mais je veux dire, aujourd'hui, il est évident, c'est un constat d'évidence, Tout à fait. qu'aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui exerce des pouvoirs très importants. Pour les raisons politiques que tout le monde sait, et avec la volonté du Président de la République. Oui. On va parler des 4 lois sur la transparence. Dans l'ensemble, pensez-vous Sauf qu'un petit détail, c'est même pas un détail, c'est un point important. Oui. Sauf quand certains, au niveau du parti au pouvoir, nous vendent l'idée d'un président légal et d'un président légitime. Là, j'ai un problème. Oui. Si on veut nous vendre l'idée que Ousmane Sonko est le président légitime, là, je ne suis pas d'accord. Les Sénégalais ont élu un seul président. Il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Oui. Vous faites référence à la déclaration de Guy Marius Sagna pour ne pas le signer. Oui. Aujourd'hui, vouloir nous vendre l'idée d'un président légal et d'un président légitime, c'est anticonstitutionnel, antidémocratique, anti-républicain. Et c'est pas acceptable. Le Premier ministre a des pouvoirs dérivés des pouvoirs du président de la République. Le seul président légal et légitime du Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye. Ça, il faut que ce soit clair. C'est le seul problème que j'ai par rapport à ce point. Ça, c'est très clair. On va parler de la loi, des 4 lois envoyées par le président de la République en session extraordinaire à l'hémicycle. Dans l'ensemble, pensez-vous que ces textes constituent un système cohérent et un arsenal juridique efficace pour lutter contre la corruption au Sénégal? Vous allez répondre à cette question. J'aimerais juste vous faire suivre Edouard Guémaël, qui est actuellement le chef de la mission du FMI qui est au Sénégal. Nous lui avons posé la question relative à ces lois et leur importance. Voici sa réponse. Ça va permettre de toutes ces lois que vous avez mentionnées, c'est des lois que nous avons des réformes et des lois que nous avons proposées depuis longtemps. On a essayé de pousser pour ça, que ce soit le lanceur d'alerte, que ce soit les déclarations de patrimoine. Oui. Plus de transparence, ça permet de savoir les uns et les autres comment leurs richesses et leurs avoirs sont en train d'être constitués. Oui. Et donc c'est une chose très importante, c'est des réformes que nous considérons très importantes, de les faire avancer le plus vite possible. L'élargissement à tous les agents de la fonction publique. Oui, surtout les hauts placés, parce que on peut pas, c'est très difficile d'appliquer une mesure pareille à tout le monde. Mais il faut, ceux qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir d'influence, sûrement ils devraient être. Voilà, Edouard Guémaël, est-ce que vous pensez que ces lois seront efficaces pour lutter convenablement contre la corruption? Dans la conception, ces lois sont bonnes. Si on prend par exemple la loi sur la déclaration de patrimoine, il y a eu une extension du champ des assujettis, qui est une bonne chose. La loi sur les lanceurs d'alerte est aussi une loi qui est bonne. Le seul bémol que j'ai par rapport à cette loi, c'est qu'il faut faire très attention et faire preuve de beaucoup de pédagogie, parce que il faut pas que cette loi transforme notre pays en Far West et les Sénégalais en chasseurs de primes, parce que on a choisi une logique. Il y a 2 logiques en matière de loi sur les lanceurs d'alerte. Vous avez la logique française, qui est une logique j'allais dire citoyenne. Les citoyens doivent le faire par engagement patriotique. La logique américaine qui rémunère le risque, c'est que
si c'est mal compris, ça peut amener une ambiance de délation. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut préciser. Oui. Cette loi concerne les professionnels qui, dans le cadre de leurs activités, constatent des choses qui ne sont pas conformes à la loi, qui peuvent dénoncer. C'est ce contexte-là. Ce sont des professionnels. C'est pour leur assurer une protection. Oui. C'est pas Samba qui croise Chérif qui dit je l'ai vu avec une Bentley, donc Il faut voilà, aller voir. il faut aller voir ce qui se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Donc ça, D'autant plus que vous précisez, et c'est très important, le projet de loi prévoit une récompense financière oui, de lanceur c'est d'alerte pas négligeable. fixée à 10%, 10%. quand même du montant recouvré. Voilà, 10%. C'est pas négligeable. c'est pas négligeable. Sur des montants qui peuvent être colossaux, ça peut être Absolument. très important. Ouais. Donc il faut vraiment faire preuve de pédagogie pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Parce que ça peut être extrêmement incitatif et pousser les gens à dénoncer à tout bout de champ. Oui. Sur la déclaration de Le patrimoine. patrimoine. Sur ce point, il y a un débat qui a eu lieu concernant le président de la République. Oui. Certains disent qu'il est dispensé de déclaration à la fin de son mandat. C'est pas tout à fait ça. Le texte ne le dit pas. En réalité, la déclaration de patrimoine du président de la République est régie par l'article 37 de la Constitution, Oui. qui dit que le président doit faire une déclaration de patrimoine communiquée au Conseil constitutionnel. Dans cette loi qui est à l'Assemblée nationale, les assujettis, il est dit expressément Oui. qu'ils doivent faire une déclaration de patrimoine à l'entrée dans leur mission et à la sortie. Oui. Ce qui n'a pas été dit expressément pour le président de la République. Oui. Concernant la sortie, il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique, mais pour moi, ce n'est pas un problème, parce que une loi, un texte, une loi, il y a comment dirais-je encore, l'esprit et la lettre. La lettre du texte ne le dit pas, mais l'esprit est clair. Ça n'aurait aucun sens de demander que le président de la République fasse une déclaration de patrimoine à l'entrée s'il n'en fait pas à la sortie. Oui. Une déclaration Mais de ça a patrimoine toujours été comme ça en même temps, non? à la sortie, je ne sais pas. J'avoue. Sortie, je me rappelle pas. Dans le cas de Macky Sall, Le président de la République Macky Sall, je ne sais pas s'il l'a fait. Oui. Abdoulaye Wade non plus. Mais on doit le faire. Oui. On doit le faire. Et Et la mesure où c'est pas. non, mais c'est pas une question de obligatoire. bon sens. Ça, donc, quel est le sens? Ça n'aurait pas de sens de demander à quelqu'un de faire une déclaration. Parce que le sens de la déclaration de patrimoine, c'est quoi? Quand vous faites une déclaration de patrimoine à l'entrée, vous dites, voilà, mes actifs sont de 10. On vous demande de faire une déclaration de patrimoine à la fin pour vérifier si l'état de vos actifs à la sortie est justifié par les revenus que vous avez gagnés pendant la durée de votre mandat. C'est ça le sens. Pour voir s'il n'y a pas de disparité. Oui. S'il n'y a pas une déclaration de patrimoine à la fin, comment peut-on vérifier que vous ne vous êtes pas indûment enrichi pendant Mais votre mandat? dès lors, il fallait le mentionner clairement. Il faut le mentionner, mais je veux dire, aujourd'hui, le président de la République, qui insiste beaucoup sur la dimension éthique, Absolument. mais peut se l'imposer. On ne pourra pas lui reprocher s'il ne le fait pas. Oui, mais pour moi aussi, je le lui reprocherai. Ah oui? Oui, parce que c'est une question de principe. Parce que ça n'a pas de sens. Si on dit qu'on est attaché au principe éthique, le principe éthique, c'est de respecter tous les principes. C'est-à-dire que vous avez fait une déclaration au départ. Si vous ne le faites pas à la fin, comment peut-on savoir ce que vous avez fait ou pas? Donc c'est une question d'éthique. Et moi, je pense que le président de la République doit nous rassurer sur ce point en déclarant qu'il va faire sa déclaration de patrimoine au moment, à la fin de son mandat, Oui. ou alors qu'on fasse les arrangements juridiques nécessaires pour le prévoir expressément. Oui. Et sur l'accès à l'information, c'est une autre loi aussi très très importante et attendue depuis très longtemps. L'exposé des motifs présente cette loi comme la consécration d'un droit fondamental et un pilier de la transparence. Selon vous, le texte a-t-il les outils nécessaires pour réellement faire de l'accès à l'information une réalité aujourd'hui pour le Sénégal? Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est l'obligation qui est faite aux détenteurs de cette information de fournir ces informations. Oui. Parce que le problème ce qui est intéressant, c'est l'encadrement de l'accès à l'information. Oui. C'est-à-dire, il y a un droit instauré pour les bénéficiaires et une obligation qui pèse sur ceux qui détiennent cette information. Oui. Et des sanctions. Ça, c'est une très bonne chose pour permettre que cette loi soit effective. Parce que s'il n'y avait pas ces sanctions, un responsable qui gère l'information, qui refuse de la donner, pourrait faire du dilatoire. Oui. Aujourd'hui, il y a l'obligation
les délais et les sanctions. Donc ce dispositif est un dispositif qui est intéressant. Oui, l'OFNAC également, le procureur en recevant un rapport de l'OFNAC doit saisir immédiatement le juge d'instruction ou la juridiction du jugement compétente. Ce mécanisme est-il de nature à réduire les blocages judiciaires que l'OFNAC a pu connaître dans le passé? D'abord sur l'OFNAC, il faut dire une chose qui est importante, c'est que ce texte vient corriger quelque chose de très important, parce que la dernière version OFNAC... que vous avez appelé monstruosité. C'est une monstruosité. Ça n'avait aucun sens. Oui. C'était très bien qu'on les réajuste. Par contre, sur ce texte, moi, j'ai une objection majeure. L'OFNAC est rattaché à la présidence de la République. Oui. Et ce n'est pas nécessaire. C'est même un mauvais signal. Oui. Il ne faut pas, une entité de lutte contre la corruption ne doit pas être rattachée à la présidence de la République. Oui. Mais c'était comme ça sous Macky Sall, hein? C'était comme ça sous Macky Sall, dans les deux versions. Oui. C'était pas comme ça sous Abdoulaye Wade. Parce que nous l'avions revendiqué, le Forum civil l'avait revendiqué, Abdoulaye Wade avait accepté de supprimer, parce que c'était dans le projet original d'Abdoulaye Wade, il y avait l'indépendance vis-à-vis de la République. Et sur la revendication du Forum civil, le président Abdoulaye Wade a accepté de supprimer cette clause. Cette clause qui est réapparue dans la version OFNAC de Macky Sall en 2012 et qui a été répétée dans la deuxième version OFNAC Macky Sall. Mais je pense que c'est très important symboliquement qu'il n'y ait pas de rattachement de l'OFNAC à la présidence de la République. Ça c'est quoi, pour ne pas mettre des coudes sur le dossier? Non, mais même symboliquement, normalement, tel que c'est instauré ici, c'est pas possible, mais il n'y a aucune raison, parce que ça pourrait avoir des significations, parce que quand on dit rattaché à la présidence de la République, ça veut dire par exemple, que le budget de l'OFNAC passe dans le budget de la présidence. Alors qu'on dit que c'est une institution indépendante. Il y a une contradiction entre le rattachement donc à l'exécutif et l'indépendance de Il y a une contradiction qu'il faut corriger. Ça n'a pas de sens qu'une organisation de lutte contre la corruption dépende de la présidence de la République. Et ce n'est pas nécessaire. Il faut qu'elle soit totalement indépendante. Si on veut donner indépendance tout en laissant une indépendance contrôlée, n'est pas une indépendance. Oui. Et j'espère que ce n'est pas la volonté. Je crois qu'en fait, ça a été une reproduction mécanique. Oui. Non, c'est une reproduction mécanique. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il y a une volonté de nouveau régime. Non, je ne le pense pas, très honnêtement. Je pense que c'est une simple reproduction mécanique parce que c'était dans l'ancien texte de l'OFNAC. Même si le nouveau texte est quand même assez costaud en termes de pouvoir, par exemple, l'OFNAC a de nouveaux pouvoirs d'investigation, comme la possibilité de prendre, par exemple, des mesures de gel administratif ou de saisir des biens. Oui, oui, tout à fait. Ce sont des pouvoirs nécessaires. C'est très important. Ce sont des pouvoirs nécessaires. Oui. Bon, même si en termes de pouvoir, cet OFNAC-là a beaucoup moins de pouvoir que la dernière version. Parce que la dernière version avait des pouvoirs exorbitants. Oui, parce que là, on allait dans complètement aberrant avec les gardes à vue. C'était complètement aberrant. Oui. On disait quand même qu'une fois que l'OFNAC s'est saisi, toutes les autres juridictions ne pouvaient plus juger cette affaire. Tout à fait. Donc c'était complètement aberrant. Tout à fait. Donc c'était une entité, c'était un monstre, c'est-à-dire une entité administrative qui avait des pouvoirs juridictionnels, qui pouvait garder à vue. Oui. Bon, ça c'était nécessaire de le corriger. Oui. Mais les pouvoirs qui sont dévolus à l'OFNAC restent quand même des pouvoirs assez consistants pour lui permettre de faire sa mission. Alors, les 12 membres de l'OFNAC sont nommés par décret à l'issue donc d'une procédure d'appel à candidature. Vous avez rappelé en tout cas cet engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Si vous aviez l'occasion, iriez-vous porter votre candidature? Vous avez aujourd'hui tout le profil. Je ne postulerai pas. Non? Non. Maître Mamadou Gueye, président de l'OFNAC? Non, non. On me l'avait déjà proposé, j'avais refusé. Pourquoi? Du temps de Macky Sall? Oui. Parce que j'étais convaincu qu'il n'y croyait pas. Et ça n'a pas loupé, parce que celle qui a été désignée à ma place, justement d'ailleurs, parce que comme l'OFNAC dépendait de la présidence de la République, elle a demandé son budget et elle s'est fait renvoyer par Macky Sall. Et c'est comme si j'avais senti. Ouais. J'étais convaincu que Macky Sall ne croyait pas à la lutte contre la corruption. Et la suite m'a donné raison. Maintenant là, je ne veux pas postuler. Parce que la fonction de président, elle est incompatible avec des autres fonctions. Et moi, je veux rester avocat. Et même pas membre de l'OFNAC. Je sens poindre un petit intérêt quand même. Non, maintenant je suis vieux, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent occuper la place. Nous, on peut les conseiller, on peut les accompagner. Oui. Mais je ne serai pas, je postulerai pas.
Je postulerai pas. Ouais. Non, la question de la corruption m'intéresse au plus haut point. Bien sûr, c'est pour Mais ça on peut. la question. Oui, mais non, mais je peux être utile sans pour autant être membre de l'OFNAC. Oui. Au contraire d'ailleurs, parce que quelquefois le fait d'être membre, ça vous impose certaines réserves. Et moi, je vais être libre. Je vais être libre. Je veux continuer à pouvoir m'exprimer librement et apporter ma contribution. On n'a pas nécessairement besoin d'être membre de l'OFNAC. Sans vous engager en politique, parce que on a eu ce débat ailleurs et vous me disiez que vous avez arrêté totalement la C'est politique. fini. Aujourd'hui, comment vous pourrez alors aider, par exemple, ce nouveau régime? Est-ce que il y a des points de convergence? Non, il y en a mais beaucoup, justement. non, Est-ce que demain, on peut vous voir travailler avec le nouveau régime? C'est possible. Moi, je ne suis demandeur de rien. Oui. Je suis un citoyen, patriote, disponible pour aider. Et d'ailleurs, de ce point de vue, je fais une petite digression. Il y a un gros gâchis en ce moment. Ce régime, le nouveau régime, ne profite pas de tout le potentiel de savoir-faire et d'expertise disponible de personnes qui ont l'expérience, la compétence, qui n'attendent rien de ce gouvernement ni de ce pouvoir, qui ne sont demandeurs de rien, qui sont de vrais patriotes et qui sont disponibles pour aider. Il y a une flopée d'experts dans tous les domaines, au Sénégal, dans la diaspora. Malheureusement, le nouveau régime n'a pas une approche inclusive et d'ouverture. Il faut même déplorer une certaine suffisance. Alors que ces personnes dont je parle, ils n'ont pas besoin du gouvernement. Ils n'ont pas besoin de monsieur le Président de la République ou de monsieur le Premier ministre. C'est monsieur le Premier ministre ou le Président qui ont besoin d'eux. Parce qu'ils ont l'expertise. Et c'est une expertise gratuite. Pourquoi s'en priver? J'ai fait la remarque à un membre de PASTEF, il se reconnaîtra. Je lui ai dit que le Président de la République a intérêt à développer une approche d'écoute. Comment appeler ça, une passerelle. Même monsieur le Premier ministre. Il y a beaucoup de seniors dans ce pays. Dans la liste là, Oui, le manifeste des 100. manifeste des 101, Oui. beaucoup de gens très patriotes qui aiment ce pays, qui aujourd'hui c'est tout ce qui leur reste. Ils ont une longue expérience partout, dans leur travail, partout dans le monde. Il suffit juste de leur donner l'opportunité de donner ça au Sénégal. Mais quelquefois, malheureusement, on entend des jeunes dire, ouais, pareil, les news pareil. Bon. Oui. Les pas-là, ils ont encore quelque chose à donner. Et je pense que les jeunes gagneraient à écouter. Ça coûte quoi d'écouter? Quand on est au pouvoir, vous pouvez parler à qui vous voulez. Monsieur le président Bassirou Diomaye Faye peut dire, écoutez, dans tel domaine, on m'a dit que monsieur Chérif Diop est expert. Et appelez-le moi. Si vous appelez, vous y allez. Vous êtes obligé d'y aller. C'est le président qui vous appelle. Absolument. Pour vous interroger. Disant, on m'a dit que vous êtes un expert dans ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça et ça? J'ai votre point de vue. Il n'est même pas obligé de l'appliquer. Mais ça coûte quoi d'écouter? Et si par bonheur, vous donnez l'excellente idée que le président met en œuvre, que ça marche, qui récupère les dividendes politiques? Pas vous, c'est lui. Ils ont tout à gagner. Mais ils s'en privent. Pourquoi, selon vous? Je ne sais pas. Pas parce que je veux pas être méchant, peut-être c'est un peu de suffisance. Oui. Un peu de suffisance. Alors qu'il faut une approche d'inclusivité. Je le dis, aujourd'hui, on a besoin d'ouverture, d'inclusivité. Mais est-ce que c'est pas parce que ils se sont sentis seuls à un moment donné aussi dans la conquête du pouvoir? Ah, là, je suis pas d'accord avec vous. Non? Ah non. Parce que les gens dont vous parlez, est-ce que quand, par exemple, le PASTEF était vraiment dans les bas? Ouais, mais justement, je vous assure, sur cette liste, il y a beaucoup de gens qui étaient dans cette, j'ai oublié le nom de l'appel de l'organisation de l'université, des universitaires. Les universitaires, oui. Je Qui me étaient- rappelle du manifeste, tout à fait. Oui, Oui. il y en a beaucoup qui sont dans cette liste. Qui ont conçu un rempart quand le pasteur Ousmane Sonko était attaqué. Oui. Quand toute la direction de PASTEF était en prison et que Macky Sall a voulu faire son coup d'État, qui était au front? Beaucoup de gens de PASTEF ne parlaient plus parce qu'il suffisait de parler pour aller en prison. Oui. Qui était au front? Vous êtes engagé en tout Mais il y en a mais beaucoup, je n'étais pas le seul, beaucoup d'autres. Ouais. Arche élection, c'était qui? Arche élection, c'était qui? Ouais. C'était des membres de la société civile. Alors,
Le troisième mandat Diamakougan, c'était qui? C'était la société civile aussi. Alors, Oui. comment ils peuvent dire qu'on n'était pas là quand PASTEF était en difficulté? Ce qui s'est passé dans ce pays, ce régime, cette révolution, mais il y a beaucoup d'actionnaires, hein. Je vais vous donner une métaphore. Allez-y. C'est comme une société. Aujourd'hui, on peut considérer que PASTEF est actionnaire majoritaire, il n'y a pas de problème. Tout le monde le reconnaît. Mais le fait d'être actionnaire majoritaire, pour prendre une métaphore, quand on prend une société commerciale, même si vous êtes actionnaire majoritaire, on distingue deux choses. Vos intérêts d'actionnaire majoritaire de l'intérêt social. C'est la même chose. Les intérêts majoritaires de PASTEF doivent être distingués de l'intérêt général. Tous les autres actionnaires sont là, même s'ils sont minoritaires. Donc c'est une erreur de parler d'État-parti aujourd'hui. Mais c'est une catastrophe. C'est inacceptable. C'est inacceptable, inconcevable. C'est anticonstitutionnel et anti-républicain. On a élu un président de la République sur la base d'un mécanisme républicain qui installe des institutions clairement définies. Il n'y a aucune base légale qui permet de dire que les questions de l'État doivent être discutées au sein du parti pour que le parti en décide. C'est d'ailleurs un point important de cette déclaration, Absolument. de ce manifeste, qui dit que aujourd'hui on a deux logiques qui se confrontent d'ailleurs. C'est ce qui fait un peu la fracture. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a ce qui semble constituer une fracture dans PASTEF. C'est la confrontation de ces deux logiques. Oui. La logique républicaine, constitutionnelle, institutionnelle, incarnée par le président de la République, droit dans ses bottes. Et il faut l'en féliciter. Et la logique portée par une aile extrémiste de PASTEF. Extrémiste. Oui, c'est une aile extrémiste. Je vais même y revenir. De PASTEF, qui dit que nous avons un parti État. Pourquoi je dis extrémiste? Est-ce que vous surveillez l'évolution lexicale de certains membres de PASTEF? On parle d'effacement, d'extermination, de purge, de gatsa au pouvoir. Quand on parle de purge, d'extermination, ça veut dire quoi? D'effacement. En parlant d'autres personnes, d'autres Sénégalais, ça veut dire quoi? Il faut s'en débarrasser. Nous, on est en démocratie encore, hein. Et c'est ça l'extrémisme. C'est la même extrémiste qui s'attaque aux institutions. Oui. Comme le Conseil constitutionnel. Et ça, il faut quand même un rempart citoyen s'érige pour dire, parce que c'est important, vous êtes élus, bien élus, on respecte la légitimité de votre pouvoir. Même l'opposition vous doit une loyauté dans son opposition. Personne ne doit faire quelque chose pour saboter le changement voulu par les Sénégalais. Ça, c'est la loyauté. On respecte ça. Oui. Mais ça ne vous autorise pas à nous imposer un parti-État. Oui. De notre côté, il y a cette soif de justice. On rappelle 80 morts entre 2021 et 2024. Donc, lors des émeutes, le ministre de la Justice a d'ailleurs ouvert une enquête. La loi d'amnistie a apaisé le climat politique, mais elle a dénié le droit à la justice pour les familles des victimes. Est-ce un prix acceptable au nom de la réconciliation nationale? D'abord, il faut dire une chose. La loi d'amnistie a ses limites. Une loi nationale d'amnistie ne peut pas amnistier des faits que des textes internationaux ne permettent pas d'amnistier. Oui. Donc, il y a une limite objective. Et je suis d'accord avec vous. On ne peut pas passer à perte et profit ce qui s'est passé. Tout à fait. On ne peut pas passer à perte et profit ce qui s'est passé. Donc, la loi d'amnistie n'empêche pas la poursuite de certaines informations sur la base d'instruments internationaux. Donc, ça, c'est d'être clair et précis. Oui. C'est une question de volonté. Il faut engager les procédures nécessaires pour que ce qui s'est passé ne reste pas impuni. Ça, ce n'est pas négociable. Oui. Le ministère public a déclenché des enquêtes. Est-ce que ça va être facile? Il faut dire la vérité aux Sénégalais. La volonté, c'est une chose. La possibilité d'arriver au résultat, c'est autre chose. Parce que on parle de droit, on parle de justice. Il y a des règles. Aujourd'hui, qu'effectivement, il faut dire la vérité. Ça va être très difficile dans certains cas d'arriver au résultat. Ça va être très, très difficile. Je vous donne un exemple. Un jeune qui a été tué par balle à Grand-Yoff, enterré depuis 3 ans ou 4 ans. Si on dit, voilà, on prend le cas de ce jeune, on va instruire ce dossier. Le juge d'instruction va avoir beaucoup de difficultés
Parce que dans certaines circonstances, notamment de crimes violents, Oui. il faut immédiatement prendre les dispositions nécessaires de collecte de preuves. Malheureusement, 3-4 ans après, c'est très difficile de collecter les preuves. Surtout que peut-être que même les protagonistes de l'époque, certains des protagonistes de l'époque, avaient intérêt à même faire disparaître les preuves. Donc aujourd'hui, si quelqu'un, le jeune, tué par balle à Grand-Yoff, enterré depuis 4 ans, on n'a pas extrait de balle, il n'y a pas eu d'expertise balistique, ça va être très difficile. Ça veut dire quoi? C'est une perte de temps? Non, c'est pas une perte de temps, faut le faire, faut essayer ça. Il faut ouvrir les informations dans tous les dossiers. Mais il faut que les parties prenantes sachent que l'ouverture d'une information ne garantit pas que ça va donner des résultats probants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra Mais il faut l'expliquer. l'expliquer Il faut l'expliquer. On est dans un pays qui... Parce que derrière, il y a des militants qui réclament. Mais les militants sont et légitimes. qui exigent d'ailleurs, et des familles. Ils ont le droit de l'exiger et c'est légitime. Mais faut pas leur vendre aussi du vent. Faut pas leur dire qu'on vous garantit que tout le monde ça va arrêter, que c'est qu'on arrivera au résultat dans tous les dossiers. Faut pas leur garantir ça. Faut leur garantir que toutes les actions nécessaires seront mises en œuvre avec toute la volonté nécessaire et toutes les ressources nécessaires. Oui. Mais faut pas leur garantir que tous les résultats seront atteints dans tous les dossiers. Donc l'ouverture d'une enquête, c'est une chose, mais... C'est la réalité, mais comme dans tous les cas. Aujourd'hui, ouvrir une enquête, ça veut dire qu'on obtient des résultats. Oui. La reddition des comptes, une nécessité impérieuse. Que vous inspire la démarche qui a été adoptée depuis le début, notamment par le parquet financier? Mais parfaitement, moi je suis pas la réalisation. Mais c'est quelque chose de normal. Je vois pas d'ailleurs pourquoi on en fait un débat. Oui. Le parquet financier fait de son mieux parce que on ne peut pas demander aussi l'impossible. Hein. Les magistrats, je sais, qu'ils débordent sous le poids des dossiers. Il y a une limite objective, donc liée aux ressources existantes. Je pense qu'il y a quand même une volonté d'assurer la reddition des comptes, et c'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas pourquoi en faire un problème. Moi, je suis à 100% pour la reddition des comptes. Très bien. Dernière question sur le Conseil constitutionnel qui a récemment rejeté plusieurs textes de loi adoptés par l'Assemblée nationale. On a parlé de la loi interprétative de la loi d'amnistie, donc rejetée, et la modification du règlement intérieur. Le Conseil a censuré plusieurs articles estimant qu'ils portaient atteinte à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ma question, c'est quelle est la signification de ces décisions pour la vie institutionnelle du pays? C'est quand même une institution qui rejette des textes venant de l'hémicycle et on n'a pas forcément l'habitude de voir cette récurrence. Mais écoutez, c'est prévu par la loi. Oui. Il est prévu que quand une loi est votée, un certain nombre de députés ont la possibilité de soumettre cette loi au contrôle de constitutionnalité. C'est ce qui a été fait. Et le Conseil constitutionnel a vérifié si cette loi est constitutionnelle et a retoqué cette loi en considérant comme non conforme à la Constitution certaines dispositions. Et c'est tout à fait pertinent. Quand je prends l'exemple du règlement intérieur, intérieur on devait écouter les magistrats, qui prévoit qu'en matière de commission d'enquête, on peut convoquer les magistrats. Ils sont obligés de venir. Comme le commandé mortel, s'ils ne viennent pas, on peut envoyer la gendarmerie les chercher. À la suite des décisions de commission d'enquête, on peut saisir les juridictions, que chacun reste à sa place. Une commission d'enquête parlementaire, comme c'est inscrit dans la Constitution, sa mission, c'est de mener une enquête pour informer l'institution. Ça doit se limiter à ça. Donc, restons chacun dans son domaine. Aujourd'hui, vouloir imposer à des magistrats qui appartiennent au corps judiciaire, qui est un autre pouvoir, l'obligation de se soumettre aux injonctions des députés qui sont du pouvoir législatif, ils sont allés trop loin. Et c'est très bien, je trouve que c'est très bien que le Conseil constitutionnel les ait rappelés à l'ordre sur ce point-là. Que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place et les vaches sont bien gardées. C'est ça qu'on dit. Et que le président de la République reste au CSM, au Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes favorable. En revanche, non, on doit élargir. Moi, je suis favorable. Le Conseil. Je suis favorable. Moi, je suis pas obsédé par l'idée que ce soit le président de la République. Le président a plein d'autres choses à faire. Quand même. Mais je suis favorable à l'idée de la présence de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. La magistrature, c'est pas seul, ça ne peut pas être une seule affaire de magistrats.
La justice est un service public. Le garant du bon fonctionnement du service public, c'est le président de la République. Donc l'exécutif doit être présent. Et il faut élargir. Je l'ai proposé, on ne l'a pas retenu d'ailleurs. Dans les propositions que j'ai faites lors du truc de la justice, j'avais proposé des assises de la justice, j'avais proposé l'élargissement de... L'UMS n'est pas d'accord en tout cas. Hein. L'UMS n'est pas d'accord, mais ils sont pas cohérents. Ouais. Ils sont pas cohérents. En même temps, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, c'est pas le Conseil supérieur. Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui traite de la justice. Est-ce qu'on ne dit pas que la justice est rendue au nom du peuple? Oui. On ne dit pas ça. On dit que la justice est rendue au nom du peuple. Tout à fait. Les citoyens sont partie prenante à l'œuvre de justice. La justice est rendue en leur nom. Est-ce qu'il n'est pas normal que le cadre dans lequel, parce que je ne parle, c'est pour ça que je dis qu'il faut élargir. Évidemment, s'il s'agit uniquement de nommer, d'affecter et tout, je peux comprendre que les magistrats disent, on ne veut pas que d'autres personnes viennent s'occuper de notre nomination, etc. Oui. Mais moi, ma proposition, elle est combinée Oui. à l'élargissement du Conseil supérieur, des compétences. Oui. Qu'au-delà de la nomination, des affectations, que le Conseil supérieur de la magistrature ait une compétence pour le fonctionnement de l'ensemble de la justice. Parce que le fonctionnement de la justice, c'est quoi? C'est des ressources humaines, c'est des infrastructures, c'est des finances, c'est de la communication. C'est aussi la perception de ces services. Parce que vous rendez un service public, vous devez savoir comment c'est perçu. Aujourd'hui, est-ce que le bâtonnier de l'ordre des avocats n'est pas aussi qualifié qu'un magistrat pour donner un avis sur le fonctionnement de la justice? Oui. Est-ce que le citoyen X n'est pas qualifié pour dire, nous, voilà comment nous percevons le fonctionnement de la justice? Donc, monsieur et madame tout le monde... Non, pas monsieur et madame tout le monde, ça doit être structuré. Il y a des organisations qui existent. Je prends par exemple des organisations de la société civile spécialisées sur les questions de justice. On peut demander, même le secteur privé, fondamental. Le secteur privé, la vie de certaines entreprises dépend de décisions de justice. Tout à fait. Est-ce que le secteur privé n'est pas habilité, n'est pas une partie prenante importante pour dire comment c'est perçu? Je vous donne l'exemple des banques. Pourquoi aujourd'hui le crédit est cher? Parce que beaucoup de banques disent que nous avons trop de contentieux et que le règlement de nos contentieux prend trop de temps. Oui. Donc voilà. Après, le risque, c'est de gérer aussi des intérêts. Je parle, c'est une représentation institutionnelle. Oui. Si on dit au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, vont rentrer dans pas de lobbying. Oui. Si, ça dépend des questions qu'on discute. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, on peut discuter des performances du service public, de l'administration. Les magistrats, c'est même leur intérêt de ne pas être en tête-à-tête avec l'État. Si aujourd'hui il y a des questions qui sont portées par d'autres parties prenantes, ça peut même passer plus facilement. Si aujourd'hui l'État abuse de son pouvoir d'affectation et de nomination, il y a d'autres parties prenantes qui peuvent dire non, c'est pas acceptable. Oui. Parce que l'État aujourd'hui, encore aujourd'hui malheureusement, utilise des subterfuges pour ne pas respecter l'indépendance de la magistrature. Dans les affectations, il y a un terme qui revient systématiquement et pourtant qui n'est pas conforme parce que les magistrats du siège ne sont inamovibles. Absolument. On ne peut les déplacer qu'avec leur accord. Oui. Mais depuis tout le temps, le Conseil supérieur fait valser les magistrats avec la notion de nécessité du service, qui est une forme d'illégalité. Oui, qui veut tout dire. Voilà, même le nouveau régime qui est venu en disant qu'ils veulent développer l'indépendance de la justice, ils se sont ils ont usé et abusé de service pour faire bouger les magistrats. Allez savoir maintenant ce qui veut dire nécessité de service. Non, mais il faut respecter la loi. La loi, c'est la loi. Si on dit qu'un magistrat du siège, il est inamovible, il faut respecter la loi. Utiliser la notion de nécessité de service qui est acceptable, mais dans de vraies conditions. Pas pour faire bouger les gens, pas pour faire valser les gens. Pas pour faire de la politique. Pas pour faire de la politique. Merci beaucoup, Maître Mamad Amagueye. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs de votre plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Restez avec nous, le meilleur est à venir.